mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Sandra Hugbert. Bonjour. Merci d'être aux médias pour présenter ce livre qui est sorti ces jours-ci et qui s'appelle « Le ministère des comptes publics ». Contes comme les petites histoires que l'on se raconte et non pas les contes comptables, mais évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un lien. C'est un livre de littérature comme le précédent. L'objet du livre précédent, personne ne sort les fusils, c'était les effets de la finance sur le salariat, sur la situation des salariés, avec l'exemple terrible de France Télécom. L'objet de ce livre-là, c'est les effets de la finance à nouveau, mais cette fois-ci sur les services publics. Et la machine littéraire, j'allais dire, en tout cas le livre, l'objet littéraire, commence avec une scène initiale de laquelle on peut peut-être partir, qui se passe dans le Diois, donc dans une région un peu périphérique, à Die. Dans la Drôme. Effectivement, je suis partie d'une situation particulière, mais parce qu'en vérité, elle a un caractère symptomatique de la manière dont nos destinées politiques se jouent aujourd'hui. Cette situation, c'est celle qui a vu la fermeture de la maternité de Die fin 2017. Donc c'était la plus petite maternité de France et c'est une fermeture qui a eu lieu au terme de 30 ans d'affrontements entre l'État et les populations locales. L'État exigeant la fermeture, les populations se battant pour maintenir la maternité en activité au nom de l'exception géographique. Et au cours de ces 30 ans, et ceci au dire même des sages-femmes qui travaillaient dans la maternité, les conditions d'exercice dans la maternité sont devenues tellement dégradées, aussi bien au point de vue du personnel que des conditions matérielles, que les accouchements y étaient devenus dangereux en vérité. Donc c'est une stratégie qu'on connaît bien, qui consiste à appauvrir une institution publique jusqu'à la rendre incapable d'effectuer ses missions et tirer argument de là pour la fermer. Donc typiquement les stratégies de l'État néolibéral. En l'occurrence, pour les Dioises, cette fois-ci, ça se solde par une situation catastrophique qui est que pour accoucher, elles doivent aller soit à Montélimar, soit à Valence, c'est-à-dire environ à 1h30 de route, sans les embouteillages d'été, sans la neige l'hiver, donc quasiment jamais en vérité. Et on ne s'étonne pas que dans une situation comme celle-ci, des drames aient lieu. L'un des drames est également dans mon livre, c'est celui qui est arrivé à monsieur et madame Martinez, qui ont perdu leur enfant lors de l'accouchement, précisément pour la raison de la destruction de cette infrastructure, de la fermeture de cette maternité, puisque monsieur Martinez, aux premières contractions de sa femme, téléphone aux urgences, on lui promet de lui envoyer l'hélicoptère, qui est désormais prévu en cas d'urgence, et en vérité, cet hélicoptère met 2 heures à arriver. Donc bien entendu, l'enfant commence à naître pendant le transport et il meurt. Donc, ce drame pour indiquer les conséquences réelles que ça a sur la vie des individus de telles décisions. Mon livre, en fait, s'ouvre sur un autre aspect de la situation de Die. Il s'ouvre sur une réunion publique qui a lieu entre le préfet de la Drôme et les Diois qui sont parfaitement ulcérés par la décision de fermeture de la maternité. C'est avant la tragédie, de la mort de cet enfant. Oui. Mais en vérité, cette scène pourrait avoir lieu après aussi bien. Ce qui est certain, c'est que le préfet, à qui donc ces gens demandent des comptes, n'a qu'une chose à répondre, je le cite, « Nous sommes comptables de la dette publique ». Et cette situation de Die me semble vraiment frappante à bien des égards, mais en particulier pour la manière dont elle se termine en termes de dédémocratisation, puisqu'on observe un débat public qui est clos, du fait d'un argument macroéconomique dont l'intelligence échappe à tout non-technicien et qui, en vérité, ici, ferme totalement la possibilité de la délibération politique pour les citoyens venus exiger de s'occuper de leurs affaires. Et ici, on parle d'affaires de vie et de mort. Donc, ça m'a semblé suffisamment frappant et suffisamment révélateur pour en faire le point de départ du livre. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, cette situation, je le disais au début, elle est tout à fait générale en fait en France. La situation de Die a vocation métonymique ici, c'est-à-dire que c'est la partie qui dit le tout. Puisque aujourd'hui à Die, je l'ai lu dans le Dauphiné libéré, les femmes accouchent dans la voiture en allant à Montélimar, les pompiers se sont formés à faire eux-mêmes les accouchements puisque la situation l'impose, parce que nous sommes comptables de la dette publique. Mais on peut élargir. Aujourd'hui en France, les sages-femmes, jeudi dernier encore, manifestaient parce qu'elles exercent dans des conditions épouvantables, avec des salaires nullement ajustés, à faire un métier qui est en fait absolument au cœur de la survivance de la population française.
et que cette situation intolérable leur est imposée parce que, je cite, nous sommes comptables de la dette publique. Situation encore très récente, il y a 2 semaines, les assises de la psychiatrie, même chose, aux assises de la psychiatrie, le soin psychiatrique hospitalier public a été enterré, remplacé par une logique de rentabilité qui transforme les patients en flux et qui remet leur destinée à des plateformes privées. Et en fait force les services publics à cause du manque de personnel et de moyens, à une inflation de l'isolement et de la contention, c'est-à-dire à enfermer les patients et à les attacher. Donc, si on veut résumer, aujourd'hui en France, on attache et on enferme les gens qui souffrent psychiquement au lieu de les soigner parce que nous sommes comptables de la dette publique. Parce que ça coûte moins cher. Ouais. Oui, donc ici, il me semble que ça finit par faire beaucoup. En gros, à chaque fois qu'on invoque la nécessité de rééquilibrage des finances publiques, on débouche sur un tableau des misères de la France néolibérale en 2021. Donc la question ici s'est imposée à moi d'essayer de travailler cette question, ce discours automatique de la dette, pour comprendre comment il pouvait à la fois être un opérateur de telle déréliction et être à ce point inattaquable d'une certaine manière. Et si on se demande ce que c'est que cette histoire de remboursement de la dette publique, en fait c'est une histoire justement à 2 versants. Il y a un premier aspect qui est celui de cette déréliction générale dont je suis en train de parler, puisque ce que j'ai dit relativement à DI est vrai dans tous les services publics, la maternité de DI, donc je les énumère quand même, ça vaut pour mémoire, l'éducation nationale, la recherche, l'hôpital public, les services judiciaires, l'Office national des forêts, l'audiovisuel public, EDF, la SNCF, la Poste, enfin j'en oublie certainement. C'est un démantèlement généralisé. Absolument. Au nom de la nécessité qui proviendrait des comptes publics. Absolument. Et en fait, ce démantèlement généralisé, on l'expérimente tous soit comme usagers rendus à l'impuissance, soit comme salariés. Et dans le meilleur des cas, on lutte pour défendre notre secteur public, mais ce qui est parfaitement inefficace et nous rend également à l'impuissance, puisqu'en vérité, ce n'est pas une lutte sectorielle qu'il faudrait mener, mais une lutte structurelle. Et c'est ça, moi, qui m'importe dans ce premier versant de l'histoire, c'est que dans tous ces lieux, une même logique est à l'œuvre, mais deuxième aspect de l'histoire de la dette publique, cette logique nous est rendue méconnaissable par des opérations langagières. C'est là que la littérature entre en scène. Parce que en vérité, dans la question de la dette publique, la situation est exactement la même pour nous tous que pour les citoyens du Diois, c'est que nous sommes comme mesmérisés, sidérés, laissés interdits par l'effet d'un discours automatique que j'appelle « la dette publique c'est mal » en un seul mot, parce que c'est une manière, comme dans l'autre livre j'utilisais les tirets, c'est une manière de montrer qu'il y a là un bloc-sens automatique, devenu réflexe, qui nous est entré dans le corps jusqu'à nous constituer et qui clôt tous les débats sur toutes ces situations de déréliction que pourtant nous expérimentons au premier chef tous les jours de notre existence. Et moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de comprendre comment on a du coup intériorisé l'idée que les dépenses publiques seraient un problème et qu'il conviendrait du coup de détruire l'État social pour le bien collectif. Alors, il y a quelque chose que finalement, cette machine langagière, la dette publique c'est mal, et tout le discours des autorités tel qu'il est mis en scène a dit en ouverture du livre, et c'est là-dessus que ça se termine finalement, quelque chose qui doit absolument être occulté, qui ne doit plus être pensable, c'est tout simplement que la richesse globale de la société française n'a jamais été en valeur absolue aussi importante. Il n'y a pas eu de récession et néanmoins il y a une dégradation absolument vertigineuse depuis 25 ans du service public dont bénéficient ou ne bénéficient plus les citoyens et que donc les calculs sont simples à faire, ça veut dire que l'argent est parti ailleurs et que l'argent qu'il y avait en plus est parti ailleurs. Donc tout l'enjeu du point de vue du langage, et c'est pour ça que vous dites, je crois, le langage nous tient, il y a une sorte de corset langagier. Tout l'enjeu autour du langage, c'est d'empêcher de dire ça et même de le penser et de contraindre à penser dans un autre cadre. Oui, absolument. Oui. Ici, en fait, il y a un équivalent fonctionnel du préfet vis-à-vis des citoyens ADI dans la tympanisation médiatique. Là, c'est là qu'entre en scène un acteur vraiment essentiel de cette histoire de corsetage dans un langage. Je me retrouve assez dans cette formulation parce que, en vérité, ce que j'appellerais la conversation nationale nous raconte toute la journée que la dette publique, c'est mal. Et ici, on retrouve, en fait, la dette publique, c'est mal. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette langue qui a fini par devenir le sens commun ou la langue courante que nous parlons tous et toutes, ça nous dit, en fait, comme dirait Marx dans l'idéologie allemande, ce que les dominants pensent de la dette publique
et des dépenses publiques. Mais le problème, c'est que, comme il le dit bien, ici, les idées dominantes sont celles du groupe dominant, de la classe dominante. Et j'ajouterais avec Gramsci qu'il y a à comprendre par quel mécanisme les intérêts d'un groupe particulier ont fini par devenir l'intérêt général, apparemment devenir l'intérêt général d'une société, premièrement, et d'essayer de comprendre aussi, toujours grâce à ce que Gramsci amène par rapport à Marx, comment, en quelque sorte, la sphère, l'imaginaire collectif d'une société dispose d'une relative indépendance par rapport aux réalités matérielles, et que la formation d'idées qui peut se faire soit au voisinage de ces réalités matérielles, soit de par la rencontre d'affections culturelles, ces deux types de formation d'idées peuvent entrer en conflit. Et que, comme Gramsci en faisait l'analyse pour les soldats en 1914, les prolétaires ont pu s'entre-détruire parce que la conversation nationale l'avait emporté sur la réalité de leurs expériences matérielles, c'est-à-dire les avait entraînés dans l'idée de la défense de la patrie, alors que c'était dans leur désintérêt absolu. Et là, dans la dette publique, c'est mal, la situation est la même. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous faire démanteler, totalement dépouillés de tout ce qui constitue notre existence sociale aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous restons interdits et nous ne parvenons pas à réagir. Et là, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir, c'est là encore une fois que la littérature peut quelque chose, que visiblement, notre impuissance tient en quelque façon à la manière dont la conversation nationale est organisée. Vous dites que la langue se charge du service d'ordre, c'est la formule. C'est ça, mais alors justement, il importe de savoir comment. C'est-à-dire dégager par quels procédés rhétoriques, qui sont manifestement efficaces, puisque ça fait 30 ans qu'on nous resserre la dette publique, c'est mal, que ces arguments sont inchangés, et que précisément peut-être, du fait de cette répétition à l'identique, le corpus, la dette publique, c'est mal, a fini par acquérir une qualité de certitude absolue pour nous. On dirait presque une loi. Alice au pays des merveilles, ce que j'ai dit 3 fois est vrai. Exactement, tout à fait. Vous parlez ce que découvre Alice à un moment donné, puisque vous parlez d'Alice au pays des merveilles, c'est l'arbitraire des mises en sens. Oui. De la réalité. Oui. Et il y a une mise en sens ici qui interdit les autres et qui passe par une machine de langage, sachant que derrière, il y a un choix politique qui est celui effectivement d'un groupe dominant, dont ne se sont pas cachés d'ailleurs des gens, en fait les pères constructeurs de l'Europe. Il faut quand même bien souligner que derrière tout ça, il y a une armature qui est celle de l'Europe et qui exige que les comptes publics soient dans une certaine situation. En effet. Et on peut quand même souligner en passant que les gens qui ont pensé ça, des gens comme Jacques Delors, des gens comme Tommaso Padoa-Schioppa et beaucoup d'autres, ont clairement dit dans leurs écrits que le temps où les populations vivaient bien, où il n'y avait pas à s'inquiéter du lendemain, ou pas trop, disons, en tout cas pas pour la grande majorité de la population, tout ça, ça n'a eu qu'un temps, j'allais dire. Ça se termine et on en revient à une époque où finalement la vie était précaire. Comme disait l'héritière qui a été à la tête du MEDEF un temps, l'amour est précaire, la vie est précaire. Pourquoi est-ce que le travail ne serait pas précaire, sachant bien entendu que s'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais été précaire du point de vue du travail, c'est elle. Alors, ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est toujours une instance qui fait des choix politiques pour tout le monde et qui ensuite les naturalise, en fait une fatalité que des automates comme nos élites dirigeantes formées au New Public Management vont répéter, que les préfets vont mettre en œuvre comme dans le Diwa, et qu'il faut effacer grâce à la langue, grâce au maintien de l'ordre dans la langue, cette opération en quelque sorte. C'est une sorte de tour de passe-passe. C'est tout à fait ça. Alors du coup, je pourrais peut-être un peu continuer par rapport à ce que vous disiez là. Ce maintien de l'ordre qui se passe dans la langue, il a pour caractéristique de se faire dans une défiguration des opérations réelles que produisent les structures du capitalisme financiarisé. C'est tout à fait essentiel dans le principe du livre, parce que en fait, au centre du livre, il y a une partie qui s'appelle les cliniques capitalistes, qui est une fausse étude psychanalytique des rêves dans le néolibéralisme et qui me permet de développer, en fait ça court pendant tout le livre, mais c'est à ce moment-là que c'est ramassé, de développer l'analogie entre le néolibéralisme et un rêve. Alors j'explique pourquoi, parce que donc, je repars, le faux psychanalyste part de l'interprétation des rêves de Freud, Freud qui définit le rêve comme la libération de motions pulsionnelles qui sont à l'état de veille réprimées par la censure et qui se libèrent la nuit parce que la censure s'abaisse. C'est la voie royale de l'inconscient. Absolument. Cependant, Freud insiste bien là-dessus, ces motions pulsionnelles doivent rester défigurées, sauf à provoquer le réveil du dormeur. Et c'est ici que l'analogie fonctionne à plein.
parce que le néolibéralisme est pour les dominants comme un rêve merveilleux, puisque par rapport à aux répressions que le capital avait subies après la Seconde Guerre mondiale en termes d'institutions et de législation, elles sont toutes les unes après les autres enfoncées, et leur vie se présente comme une gamme de satisfaction tendanciellement toujours accrue. Et c'est ici que la libération d'émotions pulsionnelles a vraiment cours. Leur pulsion de pronation, d'extraction illimitée et forcenée du profit peut se donner carrière. Et là où le rôle du discours fonctionne à plein, c'est que comme dans l'analyse du rêve de Freud, il faut que cette libération d'émotions pulsionnelles soit défigurée, sauf à provoquer cette fois-ci notre réveil. Non pas leur propre réveil, mais le nôtre. Donc j'ai un tout petit peu déplacé l'agentivité de cette analyse de Freud, mais sinon ça fonctionne exactement de la même chose. Et justement, Freud établit une distinction entre ce qu'il appelle le contenu manifeste du rêve et le contenu latent. Le contenu latent, c'est la libération pulsionnelle. Le contenu manifeste, c'est sa défiguration onirique. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre, qui s'intitule donc « Le ministère des comptes publics », écrit C-O-N-T-E-S, c'est ce que j'appelle les comptes C-O-N-T-E-S. Les comptes de la dette publique, c'est mal, c'est-à-dire un corpus d'histoires merveilleuses, donc qui sont, je pourrais en parler plus tard, pour le moment je peux dire qu'elles ont un registre essentiellement calqué sur celui du conte pour enfants, puisqu'elles mobilisent des affects de peur et des résolutions morales pour effectivement nous amener à accepter et à nous résigner, comme les habitants du Diois et comme nous le faisons tous depuis 30 ans, devant ce qui nous est présenté comme une fatalité, parce qu'il faut être raisonnable, la destruction. Si on n'en tient pas compte, voilà, si on n'en tient pas compte et si on l'accepte pas, c'est des choses terribles, absolument terribles qui nous attendent. Hein. Oui, oui. C'est la peur irrationnelle qu'il y a dans les contes. Oui. Et ça fait beaucoup penser à la campagne d'Édouard Philippe en ce moment pour la promotion de son nouveau parti. Oui. Il va 10 ans partout, mais les gens sont dingues. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre les générations futures esclaves en refusant de payer la dette. C'est-à-dire qu'ils terrorisent en disant on va faire des enfants qui seront à la naissance pieds et poings liés. Et donc c'est vraiment une pastorale de la terreur en quelque sorte, et ça relève effectivement du conte cauchemardesque en l'occurrence. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les opérations de la finance doivent toujours être défigurées pour pouvoir passer tranquillement et pour que leur dégradation puisse opérer sans que nous réagissions. Dans le cas de la finance actionnariale, qui était celle à laquelle je m'étais intéressée dans Personne ne sort les fusils, il s'agit de transfigurer la surexploitation des salariés, donc en mobilisant un registre épique. Et dans le cas de la branche de la finance qui s'occupe des entités publiques, c'est-à-dire cette fois-ci non pas les marchés actionnariaux, mais les marchés de dette, ce qu'il faut transfigurer, c'est notre attrition pure et simple. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Le seul registre disponible ici, c'est celui qui consiste à nous faire peur. Donc, en fait, dans mon texte, une des choses que j'ai essayé de faire, c'est par exemple, pour défaire l'efficace de ce discours, essayer d'en décomposer les figures. Justement, il présente 6 figures de style, donc certaines que vous venez de nommer en parlant d'Édouard Philippe, qui les a toutes concentrées dans sa... Oui, il est merveilleux pour ça. Absolument. On a l'impression que c'est un personnage qui a été conçu par Sandra Lucbert pour... C'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir mis dans le livre. Pour cristalliser complètement, faire un archétype. Absolument. Il lance un parti politique avec la stylistique de la dette publique, c'est mal, telle qu'elle est décomposée dans le texte. Et c'est incroyable, vraiment, c'est un très bon élève. Tout est là. Il est parfaitement fonctionnel, finalement, comme fondé de pouvoir du capital. Quoi. C'est vraiment, exactement. Premièrement, il confond technique et politique, ce qui est l'opération principale de toute cette affaire, parce que donc ça escamote les considérants réels qui décident de notre existence, mais chez lui, c'est tout à fait sincère, manifestement. Et d'autre part, je peux peut-être parler des figures de style qu'il emploie. C'est pas Édouard Philippe le héros du livre, il y a un cas pratique qui est au centre du livre. Alors, je ne sais pas, on peut en venir à ce cas pratique-là ou à la transposition sur Édouard Philippe, mais de toute façon, c'est globalement... On revient à la même chose, c'est ça. Oui, disons que le livre se veut un compendium de la dette publique, c'est mal, pour qu'ensuite on puisse la reconnaître partout et ne plus lui accorder foi. C'est vraiment l'idée. Un inventaire des techniques face auxquelles on se trouve, et des personnages porteurs. Et donc, justement, moi, ce que je voulais faire, c'était démonter littéralement la scène discursive. Et quand on dit scène discursive, il y a à la fois la langue et ses procédés, de défiguration donc, et d'un autre côté, les personnages porteurs de cette langue. Donc, je voulais enlever l'automatique de croyance qui revient
revient à la première à force de répétition, et également, dégonfler l'importance imaginaire de ces fausses grandeurs qui nous répètent cette chose toute la journée pour lesquelles, il suffirait que la polarisation de croyances qui leur accorde un pouvoir de véridiction ou de direction disparaisse pour que tout ceci perde instantanément sa valeur. Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire en partant d'un objet. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée donc c'est que l'équivalent fonctionnel du préfet, ce sont les répétitions médiatiques. Donc j'ai cherché dans la conversation nationale, telle qu'elle se présente dans les médias, un exemple, un objet où se trouverait concentrée toute la stylistique et tous les personnages représentatifs de la dette publique. Et cet objet, je l'ai trouvé sur France 5. C'est une émission spéciale C'est dans l'air, l'émission de Caroline Roux. Un spécial C'est dans l'air, je note au passage que C'est dans l'air a un intitulé qui dit son caractère parfaitement hégémonique. Ouais, C'est dans l'air nous explique pourquoi c'est ainsi, émission après émission. Et on ne peut pas vivre sans respirer l'air. Donc, par ailleurs, oui, c'est vraiment l'air normatif qu'on respire. Voilà, on est obligé de se mouvoir là-dedans. Oui, c'est ça. Et là, en l'occurrence, ils ne manquent pas à leur fonction puisque l'émission spéciale, qui dure quand même 1h30, s'intitule « Dans le piège de la dette », ce qui peu ou prou est une reformulation de « La dette publique, c'est mal ». C'est déjà une terreur enfantine, celle du petit chaperon rouge qui est traqué par le loup. Et c'est un jugement de valeur qui est porté sur la dette publique qui a déjà tout clos en termes de discussion. Et justement, c'est ce que la langue du capitalisme néolibéral, comme je l'appelle, la LCN, appelle un décryptage. C'est-à-dire l'inverse du journalisme. Il s'agit ici d'une émission qui, sous couvert de mener l'enquête à propos de la dette, va en réalité valider et renforcer tous les énoncés et toutes les figures directrices de ce discours automatique. C'est un peu la définition du décryptage. Le décryptage, c'est la glose qui rend fatale les conséquences tirées par l'idéologie dominante de ses propres attendus. C'est une reformulation pédagogique de l'idéologie dominante. C'est vraiment fatal. Ça fait partie du dispositif des armes du service d'ordre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, cet objet concentrat, où tout se trouvait réuni, je me suis engagée dans son démontage. Donc, effectivement, il y a à la fois des personnages qui sont d'ailleurs présents dans toutes les émissions sur la dette et des figures de style. Pour revenir sur les personnages, puisque vous me parliez d'Édouard Philippe, en effet, Édouard Philippe n'est pas là, mais sont présents les 4 groupes porteurs qu'on retrouve en permanence. Donc, qui sont premièrement le groupe des gouvernants. Donc, dans le texte, j'en ai gardé 4 parce qu'il fallait que je stylise par rapport à l'émission, bien sûr. C'est l'impératif de la littérature et de cette collection en particulier. Donc, j'en ai gardé 4, 2 de droite, 2 de fausse gauche, 2 socialistes. Les 2 socialistes sont Jean-Marc Ayrault et Michel Sapin. Et les 2 hommes de droite sont Balladur et Gérald Darmanin. Et en l'occurrence, donc, ce sont tous des anciens ministres des Finances, quel que soit l'intitulé qu'on donne à cette fonction. Ça, c'est le premier groupe. Ensuite, on a un deuxième ensemble qui est composé par les sages austéritaires. Les sages, je les appelle ainsi parce qu'ils appartiennent à des institutions réputées indépendantes des États, qui sont, dans le reportage de Caroline Roux, la Banque Centrale Européenne et son ancien président français Jean-Claude Trichet, et dans le deuxième cas, la Cour des comptes et son ancien président Didier Migaud. Et bon, il y a aussi Pierre Moscovici, mais il apparaît sous une autre forme. Migaud et Moscovici étant des socialistes. Absolument, en effet, avec beaucoup de guillemets, puisque Migaud a été nommé par Sarkozy quand même. Donc, c'est toujours... Et Moscovici par Macron. Tout ce petit monde s'entend très bien. Voilà, donc ça c'était le second groupe. Troisième groupe, les experts de plateau. Les experts de plateau qui ici sont représentés par 2 personnages exemplaires de ce type humain. Cette fonction. Oui, cette fonction de courroie de distribution ou surface vibratile des indexations hégémoniques, qui sont des créatures vouées à produire les énoncés que le capital attend. Et donc, en l'occurrence, on a Nicolas Bouzou et Philippe Dessertine, qui sont de grands habitués de tous les plateaux de la télévision française. C'est des experts, des éditorialistes, et ils ont eu un rôle éminent dans le décryptage. Ils sont des courroies de transmission du décryptage au sens où vous l'avez dit à l'instant. Oui, parce qu'ils viennent apporter une lumière vraiment inédite qui sera en fait la confirmation de tout ce qui nous est dit en permanence. Donc c'est vraiment leur rôle. D'ailleurs, j'analyse une des interventions de Philippe Dessertine qui n'a ni queue ni tête, littéralement. Il s'agit de valider les énoncés en introduisant des éléments, des figures de style, de technicisation, de donner le sentiment qu'on accède à des vérités supérieures, etc. Mais finalement, ces énoncés n'ont aucun sens. C'est une liturgie.
Oui, exactement. Dans la liturgie, Ouais. le sens littéral n'est pas Absolument. essentiel. Ce sont des énoncés grammaticalement corrects, mais qui ne produisent aucun sens, comme dit Lewis Carroll. C'est exactement ça. Et bon, il y a aussi toute une manière de les filmer. Ils sont dans la pénombre. On voit une lumière rasante sur leur visage. Enfin, c'est vraiment un ensemble qui fabrique ce que Pascal appelle la montre, c'est-à-dire l'ensemble des signes qui attribuent une importance à ce que ces personnages ont à dire. Effectivement, là, ils sont filmés d'une manière tout à fait spécifique dans le reportage. Donc ça, c'était le troisième groupe. Je répète, les gouvernants, les sages, les experts de plateau. Et maintenant, le dernier, c'est évidemment, d'ailleurs, c'est la reine, littéralement, dans le texte, c'est la décrypteuse, Caroline Roux, qui, quant à elle, vraiment mène la danse à l'intérieur de cette grande gigue de la dette publique et, en effet, veut obtenir son bingo de la dette. Donc, elle doit passer par tous les points du discours. Littéralement, on la voit dans des états de transe à l'intérieur de cette émission quand elle obtient ou quand elle n'obtient pas, par exemple, dans un entretien qui restera légendaire avec Jean-Claude Trichet, où elle n'arrive pas à obtenir les éléments qu'elle veut entendre pour finir son reportage. Et donc, c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit ces gens, comme dans Alice au Pays des Merveilles, puisque vous en parliez, avec lequel je clôt le livre, qui sont pris dans un jeu social et un jeu de langage qui les anime tout entier, sans lequel ils ne sont rien, c'est tout à fait essentiel d'insister là-dessus, mais qui est pour eux une histoire de vie et de mort, littéralement. Donc ils y sont livrés avec la dernière sincérité, la dernière passion. C'est aussi un des aspects que je voulais repérer. Et dans le cas d'Édouard Philippe que vous citiez tout à l'heure, j'ai le sentiment que c'est la même chose. Il y a vraiment une croyance extraordinaire en ces énoncés qu'ils produisent. Alors lui-même raconte d'ailleurs qu'il a eu une jeunesse de gauche, naturellement, mais il a vraiment grandi en politique et il s'est découvert en lisant Hayek. Il dit c'est la lecture qui m'a changé en lisant donc le théoricien de l'économie telle qu'elle est mise en œuvre dans le Chili de Pinochet par exemple, et aussi du maintien de l'ordre d'ailleurs, tel que le régime de Pinochet l'impose pour empêcher le développement du socialisme démocratique, et d'ailleurs le mot d'ordre de son parti qui est l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, l'ordre dans la rue, c'est-à-dire, et il s'en cache pas non plus, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas hésiter, c'est aussi une leçon de Hayek et la raison par laquelle il expliquait son soutien à Pinochet. Hayek, il faut surtout pas hésiter à réprimer aussi violemment que nécessaire ce qui doit l'être, de telle sorte que le jeu de l'économie, le jeu naturel de l'économie puisse se développer sans justement d'interférence contre nature que sont finalement les éventuelles résistances. Édouard Philippe est complètement là-dedans. Voilà, donc c'est effectivement un rêve de financier. Oui, en fait, la scène de Die, je la fais suivre de près dans le texte d'une relecture du mythe de Prométhée par Protagoras, dans un dialogue de Platon, qui me permet d'insister sur cet aspect que vous êtes en train d'évoquer, qui est celui de l'escamotage de la politique par la technique, dont je parlais tout à l'heure, mais qui fonctionne vraiment à plein, aussi bien dans le cas de France Télécom de l'année dernière que sur la question des comptes publics. Parce que ce que dit Protagoras en relisant le mythe de Prométhée, c'est que si des affaires techniques concernent l'ensemble de la cité, il est normal de les remettre à des techniciens. Si des affaires politiques concernent l'ensemble de la cité, c'est à la cité tout entière de s'en occuper. Et ce qu'il met en évidence ainsi, c'est qu'il y a une contradiction dans les termes, en fait, à dissoudre la technique dans la politique dans la technique. Cependant, c'est l'opération majeure du néolibéralisme. Et c'est une des choses que j'essayais d'attraper dans le texte avec la figure de la technicisation. J'évoquerai après toutes les figures peut-être, mais en tout cas, il y en a une qui est centrale, c'est la technicisation, qui consiste évidemment à draper dans des oripeaux techniques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le préfet, des décisions qui de cette manière deviennent indiscutables. Et entraîner l'interlocuteur dans un débat technique pour lequel de toute façon il se sent démuni. Absolument. Et où il perdra à tous les coups. Oui, où il n'a pas le premier moyen de discuter ce qu'on est en train de lui dire. Donc il y a cette première manière de boucler entièrement le débat et qui retire, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de la délibération pour les citoyens. Mais il y a un deuxième élément, alors cette fois-ci qui tient à une autre figure de style du discours de la dette. Je rappelle qu'il y en a 6. Celle-ci, c'est la figure centrale qui soutient l'ensemble du discours, c'est l'escamotage. L'escamotage, c'est l'escamotage en vérité des conditions, de ce conditionnellement à quoi tous les énoncés macroéconomiques relatifs au déficit et à la dette sont vrais. Parce que les économistes hétérodoxes y insistent aussi, les enchaînements dont ces gens nous rebattent les oreilles à longueur de journée ne sont pas faux
ils sont vrais conditionnellement à l'installation des structures des marchés de capitaux libéralisés. Mais simplement, cet aspect des choses est toujours naturalisé. Il est vrai que la technicisation a toujours un effet de naturalisation, l'escamotage aussi, puisque à partir du moment où une chose n'est plus aperçue, c'est comme si elle avait toujours déjà été là. Et c'est d'ailleurs c'était ce qui faisait le sujet et le titre de mon livre précédent, puisque personne ne sort les fusils. Le titre référait précisément au moment où cette installation des structures de la finance, au milieu des années 80, a été actée. Et ce que je racontais à l'époque, c'est que jamais cette installation ne s'est inscrite dans la mémoire des populations, parce que déjà à l'époque, elle était trop technique, la réforme des structures du financement de l'économie, personne ne comprend ce que c'est. Le serpent monétaire européen. Exactement. Choses, ouais. Ensuite, il y a toutes les séries de traités qui renforcent la chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc un double effet de technicisation. Il y a le cadre initial qui est posé sans qu'on comprenne, et ensuite, à l'intérieur du cadre, il y a ceux qui jouent, dont on nous rebat les oreilles, et qui ne nous est pas accessible. Donc là, réellement, tout nous est retiré de notre pouvoir politique par cette opération. Voilà, c'était Comment simplement... on est transformé en impuissant. C'est Exactement. c'est aussi une des idées du livre, d'essayer de ouais, participer à lutter pour défaire cette impuissance-là. Et alors si on poursuit cet inventaire, cette typologie en fonction du cas d'étude donc, qui est essayé dans l'air et qui est au cœur du livre, après la technicisation et l'escamotage. Alors effectivement, il y a 6 figures. Si on reprend la liste des figures, ouais. Donc en fait, technicisation et escamotage sont de nature différente. Il y a 2 figures logiques qui soutiennent tout, qui sont l'escamotage, dont on vient de parler, et l'inversion. L'inversion a un rôle tout à fait crucial et elle décide même de la construction de mon livre. Donc j'en dis un mot. L'inversion, c'est le genre de choses qui amène Darmanin à dire, puisqu'il est dans le texte, nous sommes sous la coupe des investisseurs internationaux, donc pour retrouver la souveraineté française, il faut que nous fassions exactement ce que les investisseurs internationaux attendent. Donc, évidemment, c'est un énoncé totalement inversé. Ou encore, quand Jean-Marc Ayrault dit la dette, c'est moins d'hôpitaux, c'est moins d'écoles, c'est moins de crèches. Alors que c'est strictement l'inverse. On ne peut pas avoir d'hôpitaux, d'écoles et de crèches sans faire de la dette. C'est proprement orwellien. Alors, oui. C'est faire dire, on dit quelque chose, on affirme que quelque chose est l'inverse de ce qu'il est réellement. Enfin, je veux dire, on retourne comme un gant. C'est exactement ça. Et le livre, en fait, tente de redresser les énoncés inversés. Donc, c'est pour ça qu'il fonctionne avec 2 sommaires. Il y a un sommaire au début, un sommaire à la fin. Le sommaire du début, c'est la situation telle que la défiguration onirique des comptes CONTES de la dette publique nous la raconte. Et le dernier sommaire, c'est la version redressée où les opérations réelles apparaissent. Et ça, c'est une technique que j'ai empruntée à Lewis Carroll. C'est l'idée de traverser le miroir, avec Alice, puisque que fait Alice dans les deux textes de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, elle rencontre le langage et le système d'évidence de sa société, qui, une fois sorti du cadre perceptif habituel, etc., apparaît comme ce que c'est-à-dire un ensemble de conventions parfaitement contingentes, et qui, exactement, arbitraires, et qui, vu de l'extérieur, semble, des fanatismes indéfendables. Alors qu'à vue de l'intérieur, ça semble au contraire tout à fait naturel et irréfragable et fatal. C'est ça, et d'ailleurs les personnages que rencontre Alice sont tous parfaitement odieux parce qu'ils n'existent que dans et par le jeu de langage qui est celui de l'Angleterre de l'époque d'Alice, et pour nous c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un des effets que j'essaye d'obtenir dans le texte, de rendre les personnages porteurs dont on parlait tout à l'heure, les gouvernants, les sages, les experts et les décrypteurs, de les rendre à leur vérité, c'est-à-dire des types humains produits par le néolibéralisme, n'existant que dans son jeu structurel et langagier, et qui, une fois qu'on casse les structures et qu'on détruit le jeu langagier, tombent comme des marionnettes qu'ils sont. Exactement. C'est ça. En ce sens, ce sont des marionnettes. Ouais. Absolument. Et donc, c'est une des choses que je voulais obtenir comme effet, parce que, donc, pour revenir sur ce que la littérature peut par rapport à une telle situation, donc, on l'a dit, elle peut démonter les mécanismes. Alors, je vais d'abord en finir avec les figures de style, du coup. Il en manque 3. Il en manque plusieurs. Donc il y a les 2 figures logiques et ensuite il y a les 4 figures les plus faciles. On a déjà vu la technicisation. Et après, il y a les 3 figures qui vraiment apparentent cette histoire à des contes à dormir debout, des contes pour enfants. Parce que donc, ce sont les figures de l'infantilisation, de la moralisation et de la terrorisation. Donc on en a parlé tout à l'heure avec Édouard Philippe, mais on aurait aussi bien pu en parler avec le préfet qui vient voir les Diwa. Parce que que répond le préfet? Donc, nous sommes comptables de la dette publique, technicisation. Et ensuite, donc moralisation,
il dit aux Diois, vous savez bien que l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde, pensez aux autres Français. Pensez aux autres, vous n'êtes pas les plus malheureux. Exactement. C'est quelque chose qui revient très Deuxième figure de style, l'infantilisation, quand il leur dit soyez raisonnables. La troisième, la terrorisation. Donc, non, la terrorisation, il ne l'utilise pas, le préfet. Mais la terrorisation, on l'entend partout, notamment dans le reportage de Caroline Roux, qui, elle, est une grande spécialiste de la terrorisation et nous dit des choses du genre la France est sous perfusion, quel sera le grain de sable qui fera exploser la machine. Enfin, elle adore cette figure de style. C'est vraiment l'incarnation même de ça. Donc, c'est quelque chose qui vient de loin. Cette figure-là de la terrorisation, je me souviens que je ne suis pas si jeune, et pendant mon enfance, il y avait déjà des livres de François de Closet qui disaient toujours plus, qui à chaque fois, quand on lisait le titre, on était déjà tétanisé, on avait déjà peur des conséquences de l'incurie française. Je pense que toujours plus mélange moralisation et terrorisation. Aussi, tout à fait, aussi oui. C'est toujours présent, ils sont toujours mélangés, hein, ces trois-là. Oui. Et effectivement, c'est parfaitement horripilant. Une fois qu'on a identifié les figures qu'ils utilisent, on a juste envie de leur rejeter tout ça au visage immédiatement, quoi. Et ce sont des outils qui sont livrés par la littérature, en tout cas sous forme de littérature, par l'analyse linguistique d'une certaine façon. Oui, bah alors là, ça s'appelle de l'analyse de texte, hein, de la rhétorique. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on sait faire, effectivement, en littérature. Et j'ajoute, du coup, qu'il y a d'autres opérations que j'ai essayé de mettre en place dans le texte par rapport à ça. Pour ce qui est de ces figures, les grandeurs d'établissement, les fausses grandeurs, dont on parlait tout à l'heure, donc tous ces personnages porteurs qui ne sont, au fond, que le résultat d'une polarisation de croyances sur ce que Pascal appelle la montre, c'est-à-dire des signes métonymiques d'une soi-disant grandeur. Donc la montre, dans l'esprit de Pascal, c'est à la fois une vêture, une parlure, des mines qui apparaissent comme les attributs de ceux qui ont un pouvoir juridictionnel ou de direction sur nos existences. Et une des choses que j'ai essayé de faire, parce que ça, la littérature a des armes pour le faire, c'est de travailler, de faire sortir ces personnages du cadre structurel et normatif à l'intérieur duquel ils sont lestés symboliquement, pour les faire passer sous les rapports de la littérature, sous les rapports du texte, et faire apparaître leurs grimaces pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les grimaces de la servilité, de l'intérêt, de l'amour-propre, de la bêtise, et donc les ramener à leur indigence d'automates hégémoniques, qui ne savent pas du tout ce qu'ils disent, sinon que ça leur profite. Donc ça, c'est une des opérations que j'ai essayé d'instituer, qui était produire une destitution imaginaire de ces gens. Et pour ce faire, j'ai utilisé la technique d'un auteur du XVIIe, comme Pascal, mais cet auteur, c'est Jean de la Bruyère. Jean de la Bruyère, il n'est pas cité, hein, j'utilise sa technique, c'est très reconnaissable pour des littéraires, je pense, mais donc j'en profite pour le dire. J'explique comment ça fonctionne. Jean de la Bruyère a écrit un livre qui était très fameux au XVIIe siècle, qui s'intitulait « Les caractères ». Et en vérité, Les caractères est une machine littéraire de démontage de la société de cour, telle que Louis XIV l'a instituée, avec l'étiquette, etc. Donc un système social extrêmement réglé, à l'intérieur duquel des types humains très spécifiques se sont dégagés. Et donc La Bruyère a construit toute une machine textuelle pour arriver à dégager ces types humains, et il adopte à la fois une construction de livre et une technique de portrait qui me sont moi aussi très utiles. La construction du livre, c'est qu'on change sans arrêt d'échelle, on suit des types humains, mais en changeant sans arrêt d'échelle pour justement se désaccrocher en permanence des réflexes automatiques d'attribution du sens et de la valeur, exactement ce que j'essaye de faire aussi, puisque chacune des parties de mon texte change de registre, de système de référence, etc. Et par ailleurs, La Bruyère a une technique de portrait parfaitement formidable pour moi, parce qu'elle consiste en général à faire surgir ce qui rend typique des individus, c'est-à-dire ce qui en fait les productions d'un ordre social, et quasiment uniquement des productions d'un ordre social. Par exemple, les courtisans chez La Bruyère ne sont autre chose que des surfaces vibratiles, comme les experts de plateau, qui s'adaptent à ce qu'il faut dire pour prendre la place dans le jeu. Et donc, moi, c'est une des choses que je voulais faire, je voulais les ramener à cette vérité-là, premièrement. Deuxièmement, il y a un pouvoir satirique extraordinaire des techniques de La Bruyère, et bien entendu, moi, ce que j'entendais faire, c'était, en quelque sorte, réarmer les colères contre ces gens.
gens. C'est-à-dire, justement, les ridiculiser, mais jusqu'à ce que la misère qu'ils sont nous apparaisse réellement et qu'on se sente nous-mêmes furieux de s'être laissé duper si longtemps. Et pour faire ça, j'ai utilisé littéralement la technique de la Bruyère qui sert à la corde de ces portraits, et jusqu'au point que j'ai appelé les personnages par leur prénom. Un prénom en italique. Alors ça, pour quelqu'un qui connaît la Bruyère, c'est immédiatement une référence à la Bruyère, parce que dans les caractères, les personnages ont uniquement un prénom grec en italique. Prénom grec parce que la Bruyère fait référence à Théophraste, un auteur de l'Antiquité, qui avait lui-même engagé la technique des caractères. Mais dans mon cas, ce ne sont pas des prénoms grecs, ce sont leurs prénoms, mais ça produit vraiment un effet de sortie de contexte normatif. C'est-à-dire, je les fais passer dans mon histoire à moi. Il n'y a plus l'effet de sidération qui apparaît quand on entend Darmanin, Balladur, qui sont déjà pris dans le maillage signifiant de l'hégémonie et qu'on a du mal à contester de ce fait même. Troisième effet que j'aimerais évoquer, relativement à la technique de la Bruyère, c'est une histoire de technique littéraire. En fait, avant de faire ce livre, j'avais fait un podcast sur la même chose, à partir de démontage donc, du fameux C'est dans l'air dans Le piège de la dette. Et les éditions Verdier m'ont demandé de l'adapter en livre. C'est comme ça que ça s'est passé. Et un des problèmes techniques que j'ai rencontrés, c'était comment remplacer la bande-son que j'avais dans le podcast, nécessairement. Je pouvais prendre des extraits du reportage par des techniques d'écriture. Or, la bande-son avait des effets, des propriétés comiques absolument extraordinaires. Plusieurs. D'abord, il y avait un comique de répétition, parce qu'au bout d'un moment, comme moi et les auditeurs, nous connaissions de mieux en mieux la stylistique de la dette, on se rend bien compte qu'ils répètent tous la même chose. Vous pouvez savoir à l'avance ce qu'ils vont dire. Exactement, c'est un comique de répétition. C'est comme un générateur de discours. Exactement. Donc ce premier comique-là, il fallait trouver une autre manière de le récupérer. Et deuxième type de comique, c'est un comique de situation, parce que à mesure, pareil, que nous, on commence à maîtriser le discours, on vit un peu ce que vit Alice Au travers du miroir et Au pays des merveilles, c'est-à-dire on voit des gens qui ont l'air de vraiment croire à cette histoire de fou, littéralement, c'est-à-dire à ce n'importe quoi qui a pris son indépendance, en quoi consiste la dette publique, c'est mal, c'est-à-dire un jeu de langage qui a pris son autonomie. Et ça, c'est une des références que j'utilise aussi dans le texte, qui est l'essai de Montaigne Déboîteux, dans lequel Montaigne explique que c'est le propre des sociétés humaines que de produire des mises en sens à l'infini du réel social dans lequel elles sont, pas que social d'ailleurs, mais enfin c'est mon objet à moi, et que ces mises en sens finissent, comme il dit, par produire un bâtiment, tout un bâtiment. Bâtiment, c'est son image, mais c'est pour dire bâtiment de parole, qui est un édifice d'autant plus grand, d'autant plus solide et d'autant plus imposant qu'il s'est éloigné de ce qu'il prétend qualifier. Et ça, c'est vraiment tout à fait vrai dans le cas de la dette publique, c'est-à-dire ce discours fonctionne tout seul. Et c'est une des choses que j'espérais arriver à attraper avec toutes ces techniques. Ce qui est occulté donc, par cet édifice, ce monde de langage, qui s'éloigne, enfin, qui finit par être totalement étranger à ce qu'il est censé qualifier, ce qu'il est censé décrire, ce sont des structures qui sont aussi l'objet du livre. Des structures du réel, pourrait-on dire ? Oui. Les structures du capitalisme financiarisé, donc elles sont bien réelles. Effectivement. Plus réelles que toute cette nappe discursive ou tout cet édifice discursif. C'est surtout que cet édifice discursif est là pour les masquer. C'est ce que je disais avec les cliniques capitalistes, avec l'image du contenu manifeste et du contenu latent. Et effectivement, là, en fait, mon objet est un objet gigogne, c'est-à-dire il a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est la pulsion capitaliste, de pronation, d'extraction du profit indéfini. Ensuite, les structures qu'elle s'est données pour se réaliser, donc en l'occurrence les structures du capitalisme financiarisé. Et ensuite, ce dont on parle depuis tout à l'heure, la déformation discursive qui leur permet à l'une et à l'autre, à la pulsion et aux structures, d'opérer tranquillement pendant tout ce temps. Moi, j'essaye, et c'est une des difficultés, à la fois de montrer comment la défiguration se produit, donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans les moyens de la littérature, de procéder à des refigurations de ce qui a été défiguré. Là, c'est la particularité de ce que j'essaye de faire, puisqu'il s'agit pour moi d'être exact analytiquement, mais de l'être dans les moyens de la littérature.
qui sont plus exactement la matérialité de la langue, les forces associatives et les forces figurales. Donc vraiment des choses qui ne sont pas très en accord avec l'exactitude analytique. Hein. Donc c'est une des difficultés d'écriture. Ce n'est pas des sciences sociales, c'est un autre moyen de connaissance et d'intervention politique. Absolument. Donc pour essayer de décrire un peu comment je fabrique, alors il y a déjà ce que j'ai raconté tout à l'heure hein, des cliniques capitalistes qui me permet d'un point de vue macro d'essayer de figurer, littéralement c'est ça, hein. C'est pour ça que j'ai inventé ce faux psychanalyste. Il fallait figurer quel est le soubassement pulsionnel et structurel de toute cette horrible déréliction de l'état social que nous vivons. Et donc pour faire ça, dans le pastiche d'études psychanalytiques des rêves, un faux psychanalyste analyse le sujet néolibéral type, comme le fait Freud dans l'interprétation des rêves, avec la technique de Freud qui consiste d'abord à énoncer le récit du rêve, le verbatim du contenu manifeste, et ensuite à en proposer la traduction en termes de visée pulsionnelle, donc donner le contenu latent. Alors là, pour le contenu manifeste, j'ai fait une espèce de créature hybride où j'ai pris un entretien de François Villeroy de Galhau sur France Inter, mélangé à tout le gouverneur de la Banque de France, pardon, mélangé à toutes les figures qu'on avait déjà rencontrées dans le livre pour faire une espèce d'objet synthétique. Et ensuite, j'en ai proposé la traduction en termes de contenu latent. La traduction, hein, elle est très simple. Hein. En fait, quand on nous dit « il faut réduire les dépenses publiques », la traduction, c'est « il faut détruire les services publics pour étendre la surface de profitabilité pour le privé ». Donc, il y a cette technique que j'évoquais un petit peu allusivement au tout début, qui consiste à organiser délibérément l'inefficacité des services publics en les appauvrissant, de telle manière ensuite à faire apparaître… Ça ne marche pas. Exactement, l'hôpital public ne marche pas, mieux. Regardez les cliniques, voilà, faire apparaître les services privés comme des merveilles qui régleront tous les problèmes. Ça se voit partout, hein, sur le matching maintenant d'offres et d'emploi de demande, qui vient remplacer Pôle emploi qu'on a bien démoli. Pareil avec l'hôpital public, l'hôpital psychiatrique dont je parlais tout à l'heure, qui est remplacé par des plateformes qui donneront les neuroleptiques. Donc tout ça est très classique. Mais d'un point de vue plus macro, là mon faux psychanalyste traduit littéralement les opérations financières qui sont très simples en fait, qui consistent à créer du déficit, d'abord à installer les marchés financiers au centre de tout, ensuite à créer des déficits. Comment est-ce qu'on crée les déficits? On supprime les recettes fiscales, mais simplement celles des plus riches, n'est-ce pas? Et là, déjà à ce stade de l'histoire, il y a un triple bénéfice pour les plus grandes fortunes, parce que, un, elles sont exonérées d'impôts, deux, elles peuvent investir leur épargne financière sur les titres de la dette française, puisque du coup, la France est obligée d'aller sur les marchés pour s'endetter. Elles s'enrichissent grâce à la dette. Ouais. Exactement. Que leur absence de prélèvement à elle a nourri. Ouais. Et j'ajoute que nous payons le service de la dette, nous qui payons encore des impôts, à ces gens qui s'enrichissent sur la destruction de nos services publics. Et puis troisième chose, pour les capitalistes, cette fois-ci, les services publics deviennent des services privés. Donc triple bénéfice. Pour eux, exactement. Ouais. Sachant que ceux qui ne sont pas solvables sont privés de ces services désormais. C'est ça. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'émotion pulsionnelle libérée, victorieuse dans toute leur splendeur. Donc littéralement, on peut le dire. De ces gens-là, ouais. C'est ça. Les marchés sont ici comme une machine disciplinaire qui surveille l'État pour qu'il organise sa propre destruction comme État social, seulement social. Hein. L'État appareil de force, tout va bien. Régalien, là, exactement. Il faut maintenir l'ordre. Et voilà, donc il y a des décorrélations à certains moments. Mais alors il y a d'autres techniques dans le texte, toujours pareil, pour essayer de faire jouer comme ça des associations de matérialité de la langue, d'images, etc., mais en accord avec une exactitude analytique. Je peux expliquer en un mot pourquoi je tiens à être exact analytiquement. Mon idée, c'est de, à la fois construire des dispositions belliqueuses, par exemple, avec tout ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, faire monter la colère contre ces gens, mais, parce qu'elle est légitime, mais d'autre part, donc, nous libérer du maillage signifiant hégémonique, et d'autre part, parvenir à installer des amorces pour que les discours vraiment analytiques sur toute cette situation économique puissent s'accrocher. Parce qu'une des forces de la langue hégémonique, c'est qu'elle, en quelque sorte, vous le disiez tout à l'heure, elle monopolise l'espace mental des concaténations, et donc des concaténations analytiques, difficiles sur des sujets techniques, ne peuvent pas s'accrocher. Or, je pense que la littérature peut amorcer la pompe, en quelque sorte. Mais à une condition, c'est que ce que je dise ne soit pas faux. Donc c'est vraiment pour ça que je fais vraiment très attention, je fais vérifier tout ce que j'écris, parce que je sais que la littérature embarque dans ses logiques les choses analytiquement exactes et pourrait les distordre. Or moi je tiens à ce qu'elles restent exactes, mais il y a des choses qui sont venues, à force de travailler selon cette logique, qui me semblent tout ramasser. Par exemple, l'image du canon et l'image du trébuchet.
Alors l'image du canon, c'est pour désigner en fait cette langue hégémonique dont on parle depuis tout à l'heure. Et en fait, le canon ramasse avec ses 3 sens toutes les caractéristiques du discours hégémonique, en tant que, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a des effets structurels qui ont des conséquences réelles sur nous. Et c'est ça qui est le plus difficile à montrer à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'un canon, c'est le sens abstrait qui dit une norme. Ensuite, c'est 2, une pièce musicale qui a pour caractéristique de reposer sur la répétition à l'identique de motifs musicaux. Décalé, mais très réglé. Et surtout, le canon a cette propriété également, dans la règle et dans la répétition, de créer une prise d'ampleur considérable de la musique, qui rend irrésistible de s'y joindre. Et c'est une des choses que j'essaye de faire voir, c'est que si à la fin, à la déchetterie, devant la machine à café ou quoi, on finit par dire nous-mêmes des énoncés de la dette publique, c'est mal, c'est parce que c'est irrésistible de s'y joindre. Le langage Exactement. Que l'on respire, qui est dans l'air. C'est ça. Et puis, 3e sens du canon, évidemment, c'est la canonnade, c'est la pièce d'artillerie. Et là, c'est vraiment l'effet réel de ce discours, c'est que nous nous faisons démolir jour après jour grâce à sa contribution active. Donc ça, c'est par exemple une trouvaille en littérature, mais il y a aussi celle du trébuchet, dont je suis assez contente parce qu'elle m'a beaucoup coûté. C'était quand il fallait parler de la Banque Centrale Européenne. Rien n'est plus difficile que de qualifier les fonctions de la Banque Centrale Européenne sans entrer dans un langage pompeux d'économiste, etc., ce que je ne peux pas faire, moi, dans mon médium. Donc, du coup, j'ai longtemps cherché et soudain m'est venue cette idée. Et le trébuchet est une image assez exacte de ce que fait la Banque Centrale Européenne, parce qu'un trébuchet, c'est plusieurs choses. C'est premièrement une machine de pesée monétaire. Et donc, je l'utilise ici métaphoriquement pour dire, ce qui est la vérité, que la BCE est ici pour peser les intérêts des marchés financiers et tout faire en fonction d'eux. Et 2e sens du trébuchet, c'est également ici une arme, comme le canon tout à l'heure, une arme du Moyen-Âge qui servait à défaire les places fortes, c'est-à-dire une catapulte qu'on pouvait installer à distance des places fortes, oui, et qui en général obtenait la reddition avant même que le combat ait commencé parce qu'elle était tellement impressionnante et dangereuse que, voilà, en général, les places se rendaient. Mais une place forte qui aurait continué à combattre aurait vu la suite de l'histoire apparaître, c'est-à-dire la catapulte qui envoie des projectiles sur les maçonneries et qui démolit entièrement la ville. Donc la BCE, c'est la même chose. La Banque Centrale Européenne, c'est la même chose. C'est une instance disciplinaire qu'on a placée à distance des États, comme la catapulte, les États qui sont là avec leur fortification, et qui la catapulte se monte quand les États commencent à avoir des politiques sociales. Des politiques que les marchés financiers désapprouvent. Donc, que fait à ce moment-là la Banque Centrale Européenne ? Elle monte la catapulte, ça veut dire elle émet des avis défavorables. Un avis défavorable de la Banque Centrale, tous les investisseurs désertent les titres de la dette de l'État contrevenant. C'est des effets très concrets. Et c'est déjà un drame, premièrement. Mais il y a aussi des États qui continuent à rester contrevenants. Par exemple, Syriza, au moment où la Grèce avait mis Syriza au pouvoir, Syriza a refusé de se laisser faire. Et qu'a fait la Banque Centrale Européenne ? Elle a armé la catapulte et elle a balancé le projectile. Elle a coupé les liquidités de la Grèce. Et là, on tue un pays, littéralement. Donc, c'était vraiment une manière pour moi de montrer comment marche cette drôle d'institution. Or, il y a un 3e élément qui rattache l'institution à sa créature, à son président, Jean-Claude Trichet. D'abord, c'est l'espèce de similitude sonore qu'il y a entre Trichet et Trébuchet, de laquelle je ne me suis pas privée à laquelle je ne me suis pas privée d'avoir recours. Et par ailleurs, il y a cette expression en français qui dit « peser ses mots au trébuchet ». Et Jean-Claude Trichet s'exprime exactement comme ça, puisque c'est un banquier central. Et quand on est banquier central, tout ce qu'on dit devient signal pour les marchés financiers. Une phrase de travers ou à l'endroit, d'ailleurs, peut avoir des conséquences très concrètes sur les échanges de capitaux, sur les valeurs. Exactement. Et donc là, l'idée, c'était ça. C'était montrer comment une structure a des effets terribles sur les politiques nationales, qu'elle condamne nécessairement à être en adéquation avec les intérêts des marchés financiers. Et par ailleurs, comment ces gens, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, sont les créatures de leur structure. Donc le message là ici, c'est quand je disais que j'essayais de construire des dispositions belliqueuses, il y a aussi cette idée qui est la même que dans Personne ne sort les fusils, qui consiste à dire ils ne tiennent qu'à leur structure, détruisons les structures si nous voulons en finir avec ces pitres. Enfin, il y a vraiment cette idée-là derrière. Donc c'est une histoire d'armer les imaginaires de ces représentations-là, d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'on fait de la littérature et de la politique en même temps, et qu'on fait de la politique par la littérature et qu'on fait avec la politique de la littérature. Oui, en effet. Merci beaucoup, Sandra Lucbert, d'être venue nous présenter cette petite machine de combat ou de guerre, je ne sais pas, qu'est le ministère des Comptes publics, donc votre dernier livre, paru chez Verdier. Merci.
Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.